Folo, Boulou, Djarkbanga et Tindjassé font partie des 5 cantons de la sous-préfecture de Mou, dont Djarkbanga le chef-lieu. Ici, les richesses du sous-sol restent un atout pour les hommes et femmes de cette partie du Togo, à majorité agriculteurs. Seulement, la zone a été longtemps victime d'un enclavement qui l'a presque isolée de l'ensemble du territoire. Certains l'ont même surnommé « 6e continent » en raison des difficultés inhérentes à son accès. Et c'est comme ça que nous allons appuyer vers le Ghana, nous allons appuyer certaines à vélo. Comme ça, il y a des difficultés, nous n'avons pas de la route, surtout la route. Nous avons des difficultés au niveau de la route. Pour voyager, c'est très difficile. Nous sommes presque oubliés ici. Mais depuis le passage du chef de l'État en janvier 2012, lors du lancement officiel du projet de développement rural et intégré de la sous-préfecture de Mou, les choses ont réellement l'air de bouger. Bassa, siège provisoire de l'unité de gestion du projet. Notre enquête va partir d'ici. Sur place, les responsables de l'unité de gestion vont consacrer quelques minutes à nous édifier sur l'ensemble du projet. Quelques acteurs du terrain nous font le point des actions en cours sur le chantier. Aujourd'hui, sur le terrain, si vous allez dans la zone du projet, vous verrez des champs-écoles ou vous verrez sur la parcelle de deux compartiments où une partie est la parcelle technique où toutes les ingénieries techniques de production sont appliquées et une partie qui est pratiquée, qui est la parcelle paysanne, où le paysan fait ce qu'il a l'habitude de faire dans son champ. Donc, à la fin, les paysans auront à comparer les résultats issus de la parcelle technique et les résultats par rapport aux résultats de la parcelle paysanne. Donc, cela leur permettra de tirer des conclusions et de comprendre que c'est important d'appliquer les nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà 100 groupements agricoles qui sont mis en place et encadrés par l'ICAT. Et ces groupements ont déjà bénéficié des formations sur l'identité coopérative, des formations sur la tenue et la gestion des documents de ces groupements. Donc l'ICAT les appuie de façon quotidienne pour qu'ils deviennent plus opérationnels. Après ce briefing, nous nous rendons sur le terrain. Nous partons de Bassa, direction Djarkbanga, chef-lieu de la sous-préfecture de Mou. François, notre guide, nous rassure quant à l'amélioration de l'état de la piste que nous allons emprunter. Environ 70 km nous séparent de Bassa, ville des Ignames, comme on l'appelle souvent. Première étape, Folo. Ici, les aspects physiques du projet sont palpables. Sur ce chantier, un établissement scolaire en construction qu'on pourrait éveiller cette communauté fermière sur le rôle prépondérant que l'éducation peut jouer dans le développement. À quelques kilomètres de là, dans un village voisin, s'élèvent d'autres constructions. Tout ceci à l'actif du PDRIMO. Nous progressons vers Djarkbanga. La sous-préfecture commence à partir d'ici. Sur le trajet, nous rencontrons une colonie de jeunes métayers. Ils venaient de passer environ 1 mois dans les périmètres de la plaine. Ils nous racontent leurs aventures. On a fait le défrichage et le labour dans les champs de. Une souffrance sur la voie. On a souvent des petits pannes, nos chaînes se cassent, nos vélos se percent. On a même parfois des difficultés de coller nos vélos. Mais pour Vincent, les difficultés sont moindres par rapport aux années antérieures. Tel que nous voyons la route, pour cette année, c'est un peu mieux. Ils sont en train d'arranger. Et le comparatif mieux utilisé par Vincent fait bien évidemment allusion à cet imposant pont sur le fleuve Mou qui vient délivrer tout un peuple des cauchemars, autrefois engendrés par l'ancien ouvrage en décomposition. Laurent, lui, s'en souvient. Sur la voie, il y a les bannières possibles.
sur la voie, dans la brousse. Là, c'est des bandits pour arracher des vélos. Là, les coucous, c'est pour eux. Nous prenons congé de nos amis les métayers. Notre route est encore longue. À quelques encablures de là, des signes du démarrage effectif du chantier sont perceptibles. Dunes de sable, ouvrages d'art et autres. Déjà, l'impatience gagne le cœur des bénéficiaires à l'instar de ce jeune charbonnier. Je pense que grâce à l'inauguration du marché de Tassi, nous allons bénéficier de la voie de Boulou Tassi pour l'arranger. Et ça va nous faciliter la distance, ça va raccourcir la distance que nous allons à Kouida, Ghana, Ivar Tinyafi. Je pense que ça va nous apporter beaucoup de choses. Enfin, nous y sommes, Djarkbanga, après plus de 3 heures de route. Un véritable parcours de combattants. Dans cette zone cosmopolite de près de 40 000 habitants, règne une ambiance bon enfant. Ici, le projet de développement socio-économique lancé par le chef de l'État constitue la principale attraction du milieu. Voici par exemple la bâtisse qui va abriter la sous-préfecture. Juste à côté, des logements sociaux et une auberge en construction. Notre présence sur le terrain coïncide avec la visite du ministre de l'équipement rural. Ce projet a été initié par le gouvernement togolais sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Sabzan Gnassingbé, pour contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base opérationnelles et à l'amélioration des revenus agricoles durables, bien sûr, en faisant attention un peu à des couches vraiment défavorisées. L'objectif général du projet, dont le coût global est estimé à plus de 15 milliards de francs CFA, est de contribuer de façon durable à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement des revenus agricoles. La plaine de Mo, pour ceux qui connaissent la sous-préfecture, d'abord est trop enclavée. Enclavée de par sa position, vous allez voir que la sous-préfecture est située à l'ouest de Mont Fazao, Malfakassa, et pour y accéder, c'est tellement compliqué. Il faut faire le contour jusqu'au côté Bassar avant d'arriver, avec des voies d'accès vraiment difficiles. Donc, de par sa position, certains l'appellent même le 6e continent, juste pour dire comment l'accès est difficile et comment. Aussi, c'est une zone où l'on a constaté un fort taux d'exode rural. Et quand on parle d'exode rural, généralement, il y a un aspect économique qui entre en jeu. Les jeunes ne savant pas quoi faire ou rien ne s'offrant à eux, ils préfèrent aller trouver leur bonheur sous d'autres cieux. Et tout ceci, quand on prend l'aspect enclavement, on prend l'aspect exode rural, tout dénote déjà qu'il y a une pauvreté accrue au niveau de cette préfecture. Des agents techniques ont été à cet effet déployés sur le terrain. Dans ce champ école, la délégation ministérielle vient constater les nouvelles méthodes de culture auxquelles les paysans sont initiés. Ce paysan, lui, a déjà fait l'expérience des nouvelles techniques apprises. Il reste confiant quant à l'amélioration du rendement. Les techniciens nous ont appris de mettre entre les sillons un espace de 80 cm et entre pieds de maïs 40 cm. Jusqu'ici, nous pratiquons l'ancienne méthode que nous ont enseignée les grands-parents. Mais avec la nouvelle technique, nous voyons que c'est plus rentable. Agriculture, élevage, environnement, éducation et santé, presque toutes les composantes du projet ont été touchées en ce qui concerne les réalisations physiques. Globalement, on est déjà, après 2 ans d'exercice, sur 6 ans, on est déjà à au moins 24% de réalisation physique.
avant la fin de cette année, nous prions Dieu qui nous aide à lancer effectivement le démarrage des travaux de réhabilitation des pistes. Et en commençant principalement par l'axe Boulot et Koïda. Et c'est la même chose aussi pour les autres infrastructures. On espère, parce que nous sommes encore dans le processus est dans la phase d'attribution. Si vous comprenez bien, au niveau des pistes, l'attribution est déjà faite. Et donc, c'est le contrat qui reste à signer. Et quand les pluies vont se retirer, on va démarrer les travaux. Et les autres travaux, notamment les aménagements hydro-agricoles, les forages, tout ce qu'il y a comme investissement lourd, on espère bien que par rapport à l'évolution aujourd'hui, à la situation aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans la phase d'attribution, on espère que vraiment en début 2014, au plus grand tard en janvier, on devrait pouvoir commencer tous travaux azimut. Parce qu'on aura plusieurs entreprises et comme c'est une équipe forte qui est accompagnée par plusieurs ingénieurs conseils, on pourra maintenant, en début de l'année 2014, les travaux tous azimuts. Et nous disons chez nous à l'IGP que l'année 2014 est l'année d'investissement, l'année de travaux lourds par rapport au projet. Une priorité pour aider les populations rurales de ces hameaux lointains et peu desservis à sortir progressivement de la pauvreté. Ce qui consiste à aider surtout les groupes de producteurs à améliorer la gestion de leurs entreprises et à mieux diversifier leurs activités. Nous avons assisté à une séance de travail des organisations précoopératives de base. Sous l'arbre à palabre, on discute de tout ce qui peut amener à rattraper le temps perdu. On était dispersés. On ne nous attendait pas. Mais quand le projet est venu, il nous a unis. Et nous sommes devenus un pour travailler ensemble. Pour ça, il nous a aussi aidés pour qu'il y ait l'entente entre nous. Les ethnies, les Godokoli, les Kabiais et les autres ethnies qui ne s'attendaient pas. Il nous a amené l'amour entre nous. Quand Visek est venu, il nous a fait beaucoup de travaux. Si tu as un peu d'argent, tu vas amener déposer dans Visek. Et après, on va t'ajouter. On te fait prêt beaucoup. J'ai fait près de 100 000. Et dans 2 mois, j'ai gagné 25 000 d'intérêt. Comme elle, beaucoup d'autres femmes réussissent leurs activités grâce au projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux. Celle-ci nous parle de son parcours d'éleveur de moutons. Le temps que tu faisais quelque chose, ton idée seule, c'est différent que si tu as trouvé quelqu'un qui t'enseigne. On a vu que cette année, ce que nous avons vendu est différent que les années qui sont passées. Les années passées, à peu près, si nous avons gagné, c'est au moins 50 000. Cette année, nous avons eu que nous avons vendu. Nous avons dans notre caisse ici, présentement, nous trouvons 200 000. Plus de 100 paysans éleveurs ont été formés au cours du dernier trimestre de l'année 2012 dans le cadre du projet. Ils ont tous bénéficié des équipements et surtout d'un appui technique régulièrement assuré par les agents de l'ICAT, Institut de conseil et d'appui technique. Nous, en tant qu'agents d'encadrement, nous sommes derrière eux pour le suivi de leurs activités. Je pense que beaucoup d'entre eux ont déjà fait des champs. Oui, ils ont installé des champs pour cette campagne. L'année passée aussi, ils en ont fait. Il y a d'autres qui travaillent dans le volet de commercialisation, donc ils font achat-stockage. Ici, c'est tous les outils de développement qui sont mis en branle. Casse de soins pour les services de santé, institutions de microfinance pour la gestion des revenus et réseau de téléphonie mobile pour se connecter au reste du monde. Ce qui fait aussi la force du projet, c'est que le comité villageois de développement s'organise régulièrement pour l'accompagner à chaque étape de son évolution. Nous avions élaboré vraiment nos plans d'action villageois PAV. Et nous avions vraiment... nous tenons régulièrement des réunions. Le plan d'action nous permet de réaliser maintenant, c'est-à-dire nos besoins, que ce soit éducatifs, sanitaires, agricoles, tout ça là.
Selon moi, c'est un projet qui a véritablement un visage humain. Il répond réellement aux attentes de nos populations rurales du canton. Quand on jette un bref regard sur ce qui se passe dans tous les villages, on croit réellement qu'il est le bienvenu et que les réalisations et les objectifs opérationnels inscrits dans le cadre du projet, s'ils sont atteints, vont vraiment contribuer à réduire la pauvreté dans le milieu, améliorer les conditions d'existence, n'est-ce pas, de nos populations. Beaucoup de réalisations concrètes sont déjà visibles ici à Djarkpanga. Seulement, l'aménagement des pistes rurales n'a pas tellement avancé. Et c'est avec courage que nous reprenons notre périple avec François. Destination Tchindiassé, à une trentaine de kilomètres de là. Notre arrivée coïncide avec le premier jour de la reprise des classes. Les élèves sont très enchantés d'effectuer leur rentrée dans de nouveaux bâtiments scolaires. Même le chef du canton est venu constater la reprise effective des classes. Le projet vraiment a atteint la plaine et vraiment nous voyons que la plaine est en train de changer. Surtout à Tchindiassé ici, les deux bâtiments qui viennent de construire tout à l'heure cette année, en 2013, vraiment la population et moi-même en personnel, nous sommes très fiers et contents d'avoir ces deux bâtiments pour que cette année, la population ne va plus souffrir de faire les appartements. Les élèves sont à l'aise pour bien étudier. Donc avec ces bâtiments, je pense que mes élèves vont aller de l'avant d'un jour à l'autre. C'est le professeur d'anglais qui le premier va dispenser les cours dans cette nouvelle salle de classe. Il en est très honoré. Je suis très content de faire le premier cours au CG de Tchindiassé dès la rentrée de 2013. Donc dans un nouveau bâtiment, je suis très fier par rapport au passé. Nous étions sous les appartements où la pluie, tantôt c'est le vent ou le soleil. Je pense que cette fois-ci ou bien cette année, les résultats seront plus meilleurs que par le passé. C'est ma première fois de rentrer dans un bâtiment. Je suis très content. Les bâtiments scolaires ont été construits, l'un par le ministère du Développement à la base, l'autre par le projet PDRIMO, à la grande fierté de tous les bénéficiaires. À quelques pas de l'école se trouve le marché de Tchindiassé. Ici, un fait retient tout de suite notre attention. On peut faire des achats aussi bien en francs CFA qu'en cedis du Ghana. En fait, le marché de Tchindiassé fait partie de bien d'autres sites qui seront réfectionnés par le projet de développement de la plaine de Meaux. Pour l'heure, tout va pour de mieux, selon de nombreux commerçants que nous avons rencontrés sur place. Animés de curiosité, nous progressons vers la frontière. Cet homme en uniforme, chef de poste, va nous faciliter la traversée. Des enfants nous accueillent avec sourire. Dans cet établissement scolaire, deux cultures se côtoient au quotidien. Nous engageons une discussion. So tell us something in French. I want to greet in French. Okay. Excuse. So bonjour après-midi. Et mon anglais va s'arrêter là, en quelques mots. Mais ma collègue est bien là pour assurer le relais. You just communicate with the people of Tchindiassé at the Togo side, something like that. Who wants to say something? Maybe a girl. It would be very nice. La rencontre avec ces enfants met fin à notre périple. Avec nostalgie, nous quittons la sous-préfecture de la plaine de Meaux et ses 5 cantons gagnés par les images de tout ce qui s'y construit au profit des 40 000 habitants remplis d'un espoir à nul autre comparable. Et bien que loin désormais de ce territoire en chantier, les étapes que nous avons suivies dans la réalisation du PDRIMO ne cessent d'alimenter nos débats et causeries sur le chemin de retour.
La ferveur des habitants face au changement qu'ils espèrent et les sourires candides de tous ces enfants innocents que nous avons rencontrés sont autant de souvenirs qui mettront du temps, beaucoup de temps, avant de s'effacer. Des souvenirs qui mettront du temps avant de s'effacer. C'était les échos de Djarapanga, voilà, racontés par Pierre Sousoupo. Alors tout de suite, avec nos invités sur ce plateau, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier le fait que Djarapanga soit, ou la plaine de Meaux, soit aussi longtemps oubliée dans les initiatives de développement? Merci beaucoup pour la question. Mais je dirais pas oublié, parce que on peut pas, c'est quand même un territoire, c'est une nation, on peut pas de manière volontaire oublier une partie. Mais je pense que c'est plus les questions de priorité qui emmènent le gouvernement à faire des choix stratégiques par rapport à son plan de développement. C'est-à-dire que vous avez un territoire où vous avez des régions, et ces régions, vous avez ce qu'on appelle l'économie régionale, qui guide l'État à prendre des initiatives, que ce soit au niveau de Lomé ou bien au niveau de Dapao, pour voir en fait quel est l'aménagement qui peut être fait tout de suite et qui contribue directement à la croissance. Parce que vous avez les trucs étape par étape. On mène les actions étape par étape. Et je pense que l'étape de Djarapanga vient d'arriver, où vous avez le projet de développement de la zone qui a été initié. Et je pense que ça sera le cas aussi pour toutes les autres régions qui sont au niveau du Togo, pour qu'à terme, on puisse avoir un développement harmonieux des régions. Oui, il y a plus de 15 milliards qui sont mobilisés, n'est-ce pas, pour ce projet. En tant qu'économiste, qu'est-ce qui justifie l'importance de façon concrète pour ce projet? Oui, en fait, un pays se développe à partir du moment où le gouvernement devient décisif et devient une solution intégrante pour le développement de tous les secteurs. Et généralement, quand vous voyez les organisations à la base, ont essentiellement 5 grands problèmes. C'est les problèmes d'organisation, c'est les problèmes d'accès au financement, c'est les problèmes de production et de qualité des produits, c'est les problèmes d'infrastructure, et puis généralement, c'est les problèmes de commercialisation. Donc, face à ça, quand tu prends problème par problème, ça demande un financement assez important. Donc, vous allez voir que le programme qu'on vient de voir, qui fait pratiquement 13 milliards de francs CFA, et sur 6 ans, c'est quand même très peu, moi je dirais, pour une zone qui a autant de ressources. Non, c'est 15 milliards. Voilà, 15 milliards, moi je dirais c'est très peu pour 6 ans. Mais c'est déjà un effort qui a été mis sur pied et qui doit à un moment donné être la lettre motive même du développement local. Donc maintenant aussi, c'est de voir, est-ce que la conception de ce projet permet à un moment donné, c'est-à-dire à la fin du projet, est-ce que les acquis du projet peuvent être renforcés par les populations elles-mêmes, et sinon accroître ces acquis par les populations elles-mêmes. Donc c'est pour cela que je dis, les projets qui sont initiés doivent avoir de l'avenir, parce qu'on a vu des projets qui sont menés dans certaines localités, et une fois que le projet est fini, c'est difficilement qu'on arrive encore à voir les acquis du projet. Donc c'est aussi très important. Donc ceci pose à un moment donné les questions des capacités des populations à pouvoir être responsables par rapport au développement. Le président peut penser bien aux populations, mais est-ce que les populations elles-mêmes à un moment donné sont conscients de ce qui est mené dans la société? Oui, si vous voulez, je pense que c'est un projet intégré et inclusif, puisque ça amène la population à participer, n'est-ce pas, au processus, afin à suivre l'évolution du projet à chaque étape de sa réalisation. Mais il y a un souci ou alors une préoccupation, et M. Tidré va bien nous répondre à cette question. Nous avons constaté, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà, du moins ont commencé à se faire dans cette partie du Togo. Mais à la lumière de ce que nous venons de suivre, trouvez-vous que tout ce qui se fait déjà à Djarapanga, à Tindiasse et d'autres localités sont de nature à atteindre véritablement les ambitions du projet? Ok. Merci beaucoup, Pierre.
Ce que je veux dire concernant cette localité, c'est que le gouvernement n'a jamais oublié cette localité. Et d'ailleurs, même je me rappelle qu'en 2003, quand le chef de l'État était encore ministre de l'équipement, il avait initié à l'époque une étude d'aménagement et de bitumage de la route Bassar-Mont-Tindiassé. Et l'État a financé ce projet d'étude parce que il faut avoir d'abord une étude pour prétendre au financement des travaux. Donc, après les études, le gouvernement a entrepris la recherche du financement et comme vous le savez, entre 2004 et 2007, nous avons connu des difficultés politiques qui ne nous ont pas permis de pouvoir trouver le financement. Et comme vous-même vous le savez, réellement c'est à partir de 2010 que les bailleurs de fonds ont commencé réellement à pouvoir injecter les financements dans l'économie togolaise. Donc, après l'étude de 2003, nous avons encore actualisé récemment cette étude d'aménagement et de bitumage du tronçon Bassar-Mont-Tindiassé qui fait environ 94 km. Donc, ça veut dire que ce tronçon est dans le programme, dans le plan d'action du gouvernement dans le domaine des infrastructures routières. Juste son heure n'est pas encore arrivée. Quand vous-même vous voyez comment nous avons les besoins d'abord à Lomé, nous avons les besoins sur les routes nationales, nous avons les besoins sur nos corridors, Lomé, Saint-Cancé et à Flao, Ilakondi. Donc les besoins sont donc un peu partout. C'est immense, voilà. Vous voyez. Donc c'est pourquoi il faut quand même qu'on commence par un tronçon avant d'arriver à un autre tronçon. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'on a laissé le tronçon Bassar-Mont-Tindiassé. C'est pour vous dire que actuellement, nous avons initié un projet de réhabilitation de ce tronçon. Donc les 38 premiers kilomètres ont été déjà entièrement réhabilités, comme vous-même vous l'avez constaté lors de la visite de ce site. Donc les 55,5 km restants sont en cours d'exécution et ont été attribués à 2 entreprises. Donc les travaux sont en cours. Je pense que d'ici mi-2014, on doit pouvoir achever les travaux. Par ailleurs, en dehors du tronçon principal qui fait les 94 km, le projet prévoit également environ 119 km de voies d'accès au tronçon principal. Parce qu'il faut non seulement développer l'agriculture autour de la plaine du Mont, mais il faut également densifier le réseau d'infrastructures rurales autour de ce axe principal-là. Donc, à ma connaissance, la coordination du projet a déjà lancé les appels d'offres, c'est en cours d'attribution et je pense que des dispositions seront prises pour que rapidement, au moins, le niveau de service soit acceptable sur ce tronçon. Merci, Monsieur le Directeur Général. Peut-être une question à l'économiste. Pas de développement, bien sûr, sans les jeunes. Et on vient de le voir dans le documentaire. Les jeunes quittent Djarakmanga, clairement. Maintenant, est-ce qu'à votre niveau, qu'est-ce que vous avez comme idée, comme proposition pour que ce serait peut-être pas facile pour les jeunes de retourner à la terre, mais quand même pour les retenir dans cette localité qui les a vus naître? Effectivement, donc ça c'est une très bonne question qui a toujours miné les questions de développement dans les régions. Mais moi je pense que dans un premier temps c'est la consultation même des acteurs à la base, c'est-à-dire qu'il faut voir il faut diagnostiquer pour voir réellement quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à aller vers les villes. Est-ce que c'est les questions de fertilité? Est-ce que c'est les questions du foncier? Est-ce que c'est les questions liées par exemple à la non-participation à la plupart des projets qui sont menés dans la localité? Et une fois que le diagnostic est posé, là on peut maintenant trouver des solutions adéquates. Mais déjà, moi je dis,
il y a une grande question qui reste encore posée dans nos localités, c'est les questions de l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes arrivent à trouver, arrivent facilement à avoir accès à un crédit pour, par exemple, développer leurs petits carrés, leurs petits hectares, voilà, parce que généralement, c'est des petites exploitations. Et quand un jeune commence par émerger, il sent qu'en ville, il peut avoir beaucoup plus de facilité que ce qu'il a au village, ça devient un peu difficile de rester. Vous avez la question aussi des femmes. Parce que les femmes aujourd'hui, quand le jeune quitte vers la ville, c'est les femmes qui reprennent un peu le champ du monsieur. Et est-ce que le poids donné aux femmes dans ces localités leur permet de pouvoir vraiment asseoir économiquement leur famille? Il faut dire que le niveau d'instruction est même très faible. Très faible. Ce qui a handicapé un peu le développement de ces initiatives qui sont prises par-ci, par-là. Oui, mais les questions liées un peu à l'analphabétisme, moi je pense que ça peut être réglé tout simplement par des questions de familiarisation avec les langues locales. C'est-à-dire que nous faisons tout en français, mais c'est un peu dommage. Parce que quand vous avez un développement qui doit être harmonieux, il faut forcément intégrer les langues locales. Les formations en matière d'entrepreneuriat agricole doivent être faites dans les langues locales pour que les gens puissent vraiment comprendre. Mais si vous parlez un discours, si vous donnez un discours qui est complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, c'est comme si vous êtes venu tout simplement pour chanter pour eux. Je crois que le projet même a pris en compte ce volet. Ils ont un volet d'alphabétisation où déjà les femmes, les jeunes, ceux qui n'ont jamais connu le banc, vont s'essayer à la lecture, du moins écrire leur nom, essayer de faire les comptabilités. Mais tout de suite, je voulais poser une question, si Kate me le permet. Alors, nous avons constaté sur le terrain qu'il y a à la fois l'usage de deux monnaies. On utilise à la fois le franc CFA et le C10. Alors, en tant qu'économiste, vous pourrez nous éclairer quelles sont les incidences que cela peut engendrer, soit de façon positive ou négative, sur l'économie nationale? Alors, la question de la monnaie, elle est toujours très intéressante à analyser dans ce genre de situations, surtout dans les économies à la base. En fait, c'est que ça dépend du type de bien échangé. Okay? Si vous avez, si c'est des biens primaires, des biens agricoles qui sont échangés en monnaie étrangère, donc ça veut dire que nous vendons en ce moment en monnaie étrangère, c'est-à-dire que ce soit le CD et le CD relié au dollar, donc ça veut dire que vous vendez en fait en dollars. Maintenant, le problème, c'est que nous achetons généralement en euros, parce que le franc CFA est lié à l'euro. D'accord? Donc, en ce moment, c'est-à-dire que si vous vendez en dollars, alors que sur le marché international, vous avez l'euro et le dollar, l'euro étant une monnaie beaucoup plus forte que le dollar, donc nous vendons en dollars et nous achetons en francs CFA. Donc, ça veut dire que nous n'avons plus le pouvoir d'achat nécessaire qui nous permet de créer de la richesse. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais déjà, ça veut dire qu'il y a un impact. Dans un premier temps, de manière macroéconomique, un impact déficitaire sur la capacité de ces populations à pouvoir créer de la richesse à la base. Donc, maintenant, de l'autre côté, c'est de voir aussi la capacité de ces populations à fixer leur propre prix. Parce que si je viens du Ghana et que j'achète en C10, donc ça veut dire que c'est moi qui maîtrise un peu cette monnaie. Donc, il faut renforcer les capacités des populations à la base. Ça veut dire que vous pouvez pouvoir quantifier, par exemple, le niveau de production de votre maïs pour que au lieu qu'on vienne vous dire que ce maïs ou bien ce bord de maïs coûte ceci, vous pouvez à un moment donné harmoniser les prix au niveau de la région pour vendre beaucoup plus confortablement et avoir des revenus assez intéressants au niveau des populations à la base. Merci. Voilà, je crois que ceci nous conduit véritablement vers la fin de cette émission. Nous allons donc dire merci à toute l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette édition. Merci à vous d'être là, M. Akaya. Merci. M. Chidori. Merci pour votre présence. Nous comptons vous retrouver très très bientôt dans le Togo en marche. Et comme d'habitude, le débat se poursuit sur notre lien Facebook, le Togo en marche, en un mot, espace TVT. Et nous attendons vos remarques. Alors, Kate,
Juste dire merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Nous attendons donc avec impatience vos remarques. Nous sommes en ligne. Nous vous attendons. Bonne soirée à tout le monde. Et juste après nous, vous avez encore rendez-vous avec la rédaction de la télévision togolaise. Merci et bonne soirée. Merci, monsieur. Merci. Merci, DG. Merci. Bonne soirée. Merci.